Donc rebonjour, on est parti pour la suite du corrigé du sujet de colle numéro 1. Donc avant de regarder cette vidéo, c'est bien d'avoir regardé la précédente où on a répondu aux questions 1 à 3. On a notamment, donc petit rappel, mis en place le schéma cinématique et tout le paramétrage dont on va avoir besoin. Puis on a donc fait des figures de changement de base et déterminé les vecteurs taux de rotation associés. Et enfin, on a donc essayé de définir, on a défini les trajectoires du point C dans différents mouvements. Et donc là, on va s'intéresser maintenant à la partie vraiment cinématique, à savoir des calculs de vecteurs vitesse, puis des calculs de vecteurs accélération. Donc pour la question 4, on va chercher à calculer les vecteurs vitesse en passant par la dérivation vectorielle. Pour la question 5, on le fera donc avec cette fois-ci la composition des mouvements, puis la relation après de Varignon dans chaque solide, dans chaque mouvement. Donc on est parti pour la question 4, où c'est de la dérivation vectorielle, comme dans les exercices 1 et 2 que vous avez normalement déjà traités précédemment. Alors, question 4. Donc le premier vecteur vitesse qu'on cherche, c'est la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 2. Ok. Donc vu qu'on veut passer par la méthode de dérivation vectorielle, il va falloir revenir à la définition de cette dérivée. Pardon, à la définition de cette vitesse par rapport à la dérivée. Donc c'est la dérivée de quel vecteur et par rapport à quel repère. Donc vu que je cherche la vitesse du point C, je sais que nécessairement le deuxième point pour définir mon vecteur position, ça sera C. Maintenant, je cherche le point précédent. Donc le point précédent, qu'est-ce que je sais dessus ? Je sais qu'il est censé être fixe dans mon solide 2. Alors, si je remonte là-haut, est-ce que j'ai un point qui est fixe par rapport à 2 ? En gros, est-ce que j'ai un point qui bouge en même temps que 2 ? J'aurais envie de dire oui, il y a le point B, typiquement. Donc le point B, il va bouger exactement comme 2. Dit différemment, les coordonnées de B dans un repère associé à la pièce 2 ne vont pas changer au cours du temps. Donc B appartient bien au solide 2. Donc du coup, on va s'intéresser à la dérivée du vecteur BC. Maintenant, par rapport à quel repère ? Par rapport au repère associé, là encore, à mon solide 2. Donc par rapport à R2. Alors, il nous reste maintenant plus qu'à remplacer BC par notre paramétrage. Donc BC, si je reprends mon paramétrage, on avait dit que le vecteur BC, c'était du lambda porté par Y2. Donc, ça va nous faire dériver de lambda Y2 sur dt par rapport à R2. Donc là, de façon générique, j'ai la dérivée d'un produit. Donc du coup, ça va me faire du U'V, donc lambda point Y2, plus UV', donc lambda d de Y2 sur dt par rapport à R0. Par rapport à R2, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la dérivée de Y2 par rapport au repère R2 ? Vu que Y2 appartient au repère R2, il ne va pas bouger par rapport au repère R2. Donc cette dérivée-là, c'est le vecteur nul. Ce qui fait qu'au final, la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 2, c'est quoi ? C'est simplement égal à lambda point Y2. Là encore, pensez bien à encadrer vos résultats en cinématique. Il a fait n'importe quoi. On retente. Alors, petite remarque, on pouvait se douter du résultat, là on l'a démontré hyper proprement, puisqu'entre 3 et 2, j'ai juste un mouvement de translation de direction Y2. Donc la vitesse de C, appartenant à 3 par rapport à 2, c'est simplement la vitesse de translation. Donc vu que lambda, c'était la distance entre B et C, j'ai une translation suivant Y2, ça me fait juste du lambda point suivant Y2. On reviendra sur ce résultat un tout petit peu après. Alors ensuite, on nous demande la vitesse de C appartenant cette fois-ci
à 2 par rapport à 1. Ok. Alors, même remarque, on nous impose la méthode de la dérivation vectorielle, donc je peux déjà commencer par écrire d sur dt par rapport à r je sais pas combien. Je vais y réfléchir après. Alors, première étape, on va réfléchir au vecteur qu'on doit dériver. Donc, je cherche la vitesse de c, donc là encore, je sais que le deuxième point, ça sera nécessairement c. Et maintenant, je cherche donc un point qui est fixe dans le solide 1. Donc le solide 1, c'est le solide qui est rouge. Je vous rappelle ce que j'appelle un point fixe dans un solide, c'est-à-dire que si je raisonne sur un repère qui est fixé à mon solide 1, qui bouge avec mon solide 1, les coordonnées de ce point sont constantes. Donc le point A, typiquement, il va être fixe par rapport au solide 1. Ça marche. Petite remarque aussi, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais le point B, lui aussi, il a des coordonnées qui ne vont pas bouger dans le solide 1. Si je fais bouger 2 et 3, mon point B, lui, ne va pas bouger. Il va rester toujours exactement au même endroit dans le solide 1. Donc je peux choisir au choix A ou B. Alors on va dire que, juste pour fixer les idées, que j'ai pas vu que B était fixe dans 1. Donc j'ai pris AC. Alors je fais ça exprès pour vous montrer que de toute façon on va retrouver exactement la même chose. Et on va aller plus loin. Mais ceux qui ont pensé directement à dériver le vecteur BC, c'est bien, vous avez gagné un petit peu de temps de calcul. Et au passage, on dérive par rapport à quel repère? On dérive toujours par rapport au repère par rapport auquel on cherche la vitesse, donc R1. Alors, comment on fait maintenant pour calculer la dérivée de ce vecteur? Même méthode, on commence par essayer d'exprimer AC en fonction de nos paramètres. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la dérivée de ce qu'on peut dire, c'est que AC, c'est égal à AB plus BC. Si vous reprenez un autre schéma cinématique. Alors, que vaut AB? Que vaut AB? La distance, c'est petit 1 et c'est porté par Y1. Et que vaut BC? La distance, c'est lambda qui varie et c'est porté par Y2. Donc, on va avoir du... J'ai oublié de marquer un truc, on va en discuter après. Ça va nous faire du AY1 plus lambda Y2. Ok. Je vais prendre tout ça et je vais le noter à côté. J'ai oublié de parler d'autre chose. Est-ce que le point C appartient vraiment au solide 2? Alors si on regarde par exemple sur le sujet, on se rend compte que le point C, il appartient pas au solide 2, il n'est pas colorié en vert, en bleu, pardon, il est colorié en vert. Il appartient au solide 3. Donc du coup, vu qu'il n'appartient pas vraiment au solide 2, il faut réfléchir à qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que je vais devoir fixer pour que le point C bouge comme s'il appartenait au solide 2. Donc si on veut que le point C il bouge comme s'il appartenait au solide bleu, donc le solide 2, on va avoir un peu le même genre de raisonnement que ce qu'on a fait pour la trajectoire, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à faire en sorte que le solide 3 et le solide 2 soient la même classe d'équivalence, qu'il n'y ait pas de mouvement possible entre les deux. S'il n'y a pas de mouvement possible entre 2 et 3, ça veut dire que mon lambda, ici, il doit être constant. Donc tout ça pour dire que il faut que je pense à rajouter, j'avais oublié, avec ma condition d'appartenance, c'est que lambda est une constante. Sinon, en fait, ce qu'on est en train de calculer, c'est la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 1. En gros, la vitesse, je mets des gros guillemets que vous ne voyez pas, la vitesse réelle du point C par rapport à 1. Ok, donc maintenant, tout ça étant dit, il me reste plus qu'à remplacer le vecteur AC par son expression. Donc ça va me faire vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1, qui est égal à D2 AY1 sur dt par rapport à R1 plus D2 lambda, ces parenthèses ne servent à rien au passage, D2 lambda Y2 sur dt par rapport à R1. Ok. Alors, on va commencer par le premier terme. Donc là, pareil, on peut dire qu'on a la dérivée d'un produit, mais on va essayer d'être un tout petit peu plus malin que ça. Alors petit a, c'est la distance entre A et B. Petit a est une constante, vu que A et B sont tous les deux fixes dans le solide 1.
Donc A, ça ne va pas varier. Ce qui fait au passage que A, j'aurais pu directement le sortir de ma dérivée. Peut-être le réécrire d'ailleurs. Donc ça me ferait du A d de y1 sur dt par rapport à R1. Ensuite, qu'est-ce que vous pensez de la dérivée de y1 sur dt par rapport à R1 y1 appartient au repère R1. Donc du coup, il ne va pas bouger par rapport au repère R1, ce qui fait que cette dérivée-là, c'est le vecteur nul. Donc là, au passage, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que quand on dérive, que la dérivée du vecteur AC par rapport à R1, c'est simplement la dérivée du deuxième terme, c'est-à-dire la dérivée du vecteur BC par rapport à R1. Donc c'est là qu'on retrouve le fait que ceux qui ont vu directement que le point B, il était aussi fixe dans le solide 1, ils ont gagné un petit peu de temps, mais bon, c'était pas non plus insurmontable, là, ce qu'on a écrit comme calcul. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Il me reste simplement à calculer, donc, dérivée de lambda y2. Alors, le truc, c'est que, attention, je vous rappelle, on a dit que, vu qu'on calculait la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1, lambda était constant. Donc, on va avoir au final lambda d de y2 sur dt par rapport à R1. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à calculer la dérivée d'un vecteur de base. On commence à savoir faire, on l'a fait déjà un paquet de fois ensemble. Donc d de y2 sur dt par rapport à R1. Donc là, il faut que je dérive ce vecteur en passant par une base dans laquelle il est fixe. Donc vu qu'il s'appelle y2, je vais dériver mon y2 par rapport au repère R2. Et après, donc j'ai le terme complémentaire de ma formule de dérivation vectorielle, c'est-à-dire plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel, le vecteur que je dérive, c'est-à-dire y2. Donc là encore, cette dérivée vectorielle est nulle, c'est pour ça qu'on a choisi la base R2. Il me faut oméga de R2 par rapport à R1. Alors, oméga de R2 par rapport à R1, est-ce que je ne l'aurais pas déjà calculé? Absolument, il est ici. C'est du bêta point porté par x1. Donc je vais avoir du bêta point x1, produit vectoriel y2. Ok, donc ça c'est égal à bêta point, et du coup il faut que je fasse x1 produit vectoriel y2. Donc sur quelle figure de changement de base j'ai du x1 et du y2? Celle de droite. Ah, petite remarque, j'ai noté que x1 c'était la même chose que x2. Donc là j'ai juste à faire au final x2 produit vectoriel y2. Et ça c'est facile, soit parce que vous connaissez votre petit tableau de produits vectoriels dans une même base, soit avec la technique des trois doigts. Donc si je pose mon pouce sur x2, mon index sur y2, mon majeur de la main droite, il va être sur z2. Donc là, je vais avoir du bêta point z2. Donc tout ça pour dire, si je retourne un tout petit peu avant, je remonte mon puzzle, que la vitesse de c appartenant à 2 par rapport à 1, c'est égal à lambda fois la dérivée de y2 sur dt par rapport à R1, que je viens de calculer, bêta point z2. Là encore, petite remarque en passant, comme on l'a vu précédemment, c'est important de penser à vérifier les unités. J'ai une vitesse, donc en termes d'homogénéité, je devrais avoir un LT-1. Là, j'ai lambda qui est une longueur. Et j'ai bêta point qui est typiquement en radians par seconde. Je vous rappelle que les radians, ça ne compte pas en termes d'homogénéité. Donc ça me fait juste du T-1 pour bêta point. Donc en termes d'homogénéité, je suis bon. Petite remarque en passant, là ce qu'on a, c'est un vecteur porté par Z2, qui va varier en fonction de bêta point, et lambda est une constante. Là ce qu'on a, c'est le vecteur vitesse, qui va être tangent à cette trajectoire-là, à mon cercle de centre B de rayon BC. Le rayon BC, c'est ma longueur lambda. Petite remarque en passant. Donc ça, c'était pour la vitesse de C appartenant à 2 par rapport à 1. On continue. Maintenant, on va s'intéresser à la vitesse de C appartenant donc à 1 par rapport à 0. Ok. Donc rebelote, vu que là on nous impose la méthode de la dérivation vectorielle, juste j'ai
oublié d'encadrer mon résultat, c'est pas bien. Du coup, je le fais maintenant. Hop, excusez-moi, non, c'était au-dessus. Ah bah non, je l'avais encadré, pardon, autant pour moi. Donc maintenant, je m'intéresse à la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. Donc, rebelote, on va revenir à la définition. C'est la dérivée temporelle par rapport à un repère. Donc, c'est la dérivée de quel vecteur par rapport à quel repère. Donc, vu que je m'intéresse à la vitesse de C, je sais que mon vecteur position, il doit finir par C. Et maintenant, je vais chercher un point qui est fixe dans le solide 0. Dit différemment, c'est un point dont les coordonnées ne bougent pas dans un repère associé à mon solide 0. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point potentiel? Là, on a directement le point A. C'est-à-dire que si je fais bouger mes pièces 1, 2 et 3, le point A, il ne va pas bouger par rapport à mon bâti. Donc ça veut dire que ces coordonnées vont être bien fixes dans mon solide 0. Donc là, j'ai pas le choix. Nécessairement, ça va être le vecteur AC. Et donc, je dérive par rapport à quel repère? Je dérive par rapport au repère R0, vu que je m'intéresse au mouvement par rapport au A0. Ok, maintenant, condition d'appartenance. Vu que je m'intéresse à la vitesse de C appartenant à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit se débrouiller pour que le point C bouge avec la pièce rouge. Donc ça veut dire qu'il faut que le point C, dans l'idée, fasse partie de la classe d'équivalence de 1. Alors ce qui est sûr, c'est que si lambda varie, le point C il va se déplacer par rapport au point B. Donc c'est mal barré pour qu'il bouge comme le solide 1, sachant que le point B il appartient au solide 1. Et dans le même genre, si bêta varie, le point C il va bouger par exemple par rapport au point A. Donc là encore, c'est mal barré pour que le point C appartienne au solide 1. Donc là, la seule façon pour que le point C ne bouge pas du tout par rapport au solide 1, il faut que bêta et lambda, je vous rappelle la lambda c'est la longueur BC, soient des constantes. Donc là, il faut rajouter avec lambda égale une constante et bêta égale une constante 2. C'est pas la même constante, bien sûr. En tout cas, ils ne peuvent pas varier dans le temps. Ok, maintenant, fort de tout ça, il ne me reste plus qu'à écrire mon calcul. Donc là, comme tout à l'heure, on va commencer par décomposer AC en AB plus BC. Alors, petite remarque, on a déjà fait ce calcul précédemment, donc là, on peut aller un tout petit peu plus vite en réutilisant la décomposition qu'on a écrite précédemment, et dire directement donc que ça va être la dérivée de AY1, je vais même directement sortir le A, AD de Y1 sur DT par rapport à R0. Donc ça va correspondre à la dérivée du vecteur AB, plus lambda qui est une constante, je le sais, d de Y2 sur dt par rapport à R0. Donc ça, c'est le deuxième terme va correspondre à la dérivée du vecteur BC. Juste pour écrire ça aussi rapidement, je suis reparti de ce qu'on avait écrit ici. Ok, alors du coup maintenant j'ai deux dérivées de vecteurs à calculer. On va commencer par d de y1 sur dt par rapport à r0. Première question à se poser, c'est est-ce que par hasard je ne l'aurais pas déjà calculé? La réponse est non. Mais prenez cette habitude de vérifier si par hasard vous n'avez pas déjà calculé les dérivées de vecteurs, parce qu'assez rapidement on les a quand même un peu toutes faites. Donc, avec d de y1 sur dt par rapport à r0, qui est égal à... Donc là, je vais dériver y1 dans un repère où il ne bouge pas, donc typiquement R1, plus du coup oméga de R1 par rapport à R0, produit vectoriel Y1. Donc j'ai choisi cette base de façon à avoir une dérivée qui vaut le vecteur nul. Il me reste oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel Y1. Alors, que vaut oméga de R1 par rapport à R0? Je retourne voir mes figures de changement de base. Et je vois que ça vaut alpha point porté par Z0.
Donc ça me fait du alpha point Z0 produit vectoriel Y1. Donc là, j'ai un produit vectoriel entre deux vecteurs qui ne sont pas dans la même base. Ok, donc je vais regarder ma figure de changement de base. Et là, je me rends compte dans ma figure de changement de base que Z0, c'est la même chose que Z1. Donc Z1 vectoriel Y1, en fait, c'est pas très compliqué. Soit vous connaissez votre tableau avec les produits vectoriels dans une même base, soit sinon vous posez votre pouce sur Z1, votre index sur Y1, et votre majeur, normalement, il est suivant moins x1. Donc ça va nous faire du moins alpha point x1. Donc ça, c'était pour la première dérivation vectorielle. Maintenant, il me reste à dériver, donc je vais noter, et d de y2 sur dt par rapport à R0. Donc c'est égal à quoi? Alors pareil, on va commencer par dériver y2 dans un repère dans lequel on connaît la dérivée, typiquement R2. Là, on sait que cette dérivée va être nulle. Donc ça, je peux déjà écrire ça, c'est égal au vecteur nul. Donc plus le terme complémentaire, c'est-à-dire oméga de R2 par rapport à R0, produit vectoriel, c'est quoi? C'est Y2. Ok, est-ce que je connais oméga de R2 par rapport à R0? Alors, pas tout à fait. Moi, ce que je connais, c'est oméga de R2 par rapport à R1 et oméga de R1 par rapport à R0. Donc, ce que je peux préciser, c'est avec, vraiment je détaille bien, oméga de R2 par rapport à R0, qui est égal par composition des vecteurs taux de rotation à oméga de R2 par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R0. C'est-à-dire, ça va nous faire du bêta point x1 plus alpha point, c'était z0. Ok. Alors, le truc, c'est que si vous vous souvenez des conditions d'appartenance, on a dit que lambda était constant, mais aussi que bêta était constant. Donc si bêta est constant, c'est marqué là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme en bêta point x1, il vaut quoi? Il vaut là encore le vecteur nul. Donc il va me rester que alpha point z0. En même temps, c'est assez logique, hein, vu qu'on fait comme si le solide 2 et 3 bougeaient en même temps que le solide 1, c'est normal que la vitesse de rotation du repère associé à la pièce 2 par rapport au repère associé à la pièce 1 soit nulle. Donc c'est assez cohérent. Donc tout ça pour dire que notre d de y2 sur dt par rapport à R0, ça va être du alpha point z0 produit vectoriel y2. Alors là, j'ai deux bases d'écart entre mes deux produits vectoriels. Donc il faut regarder un peu plus dans le détail. Z0 vectoriel Y2, comment on fait ça? Là déjà, première remarque, je me rends compte que Z0 c'est la même chose que Z1. Donc ça revient à faire du Z1 vectoriel Y2. Ok, et du coup, là je vais raisonner sur la deuxième figure de changement de base. J'ai mon Z1 qui est ici, et j'ai mon Y2 qui est là. Donc, on va commencer par le vecteur. Le vecteur qui est à la fois la direction. Le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à Z1 et à Y2, c'est quoi? C'est X1 ou X2, comme je veux. Ok, donc on sait que le résultat sera porté par X1 ou X2. Ensuite, si je pose mon pouce sur Z1 et que je pose mon index sur Y2, de la main droite, toujours, mon majeur, il va vers le fond de votre écran. Donc je sais que je serai suivant moins X1. Et maintenant, que vaut l'angle? Donc je vous rappelle la méthode, je projette, excusez-moi, j'étais en gomme, je projette Z1 sur Y2, ce que j'obtiens c'est petit, donc si j'avais fait un produit scalaire ça aurait été un sinus, mais vu que je fais un produit vectoriel ce sera un cosinus. Donc tout ça pour dire que je vais avoir du moins cosinus bêta porté par x2. N'hésitez pas à vous repasser ce passage 2-3 fois si c'était pas clair à l'oral, essayez de le refaire en même temps. Donc je disais, on va avoir ici du moins cosinus, donc moins alpha point, qui traîne toujours devant, cosinus bêta
porté par, j'ai dit x2 ou x1, c'est pareil. Ok, donc tout ça pour dire que maintenant je peux recoller les bouts de mon puzzle pour trouver la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On avait donc, que je reprenne tous mes bouts, on avait A fois la dérivée de y1 sur dt. Donc ça va me faire A fois la dérivée de y1 sur dt, c'était moins alpha x1. Donc ça va nous faire du moins A, alpha point, le tout porté par x1. Ok, donc là j'ai fait le premier terme, celui-là. Maintenant je fais le terme d'à côté, j'ai du lambda d de y2 sur dt par rapport à r0. Donc plus lambda a priori. Et la dérivée de y2 sur dt par rapport à r0, je l'ai calculé ici. Donc en fait c'est pas un plus, ce sera un moins. Lambda alpha point cosinus bêta x1. Ok, et du coup, là, c'est bon, je viens de trouver l'expression de ma vitesse appartenant à C par rapport à 1. Alors, juste petite remarque, hein, je ne vais pas forcément encadrer ce résultat, je peux le réécrire en simplifiant un tout petit peu les choses. Je peux écrire ça sous la forme alpha point, alors même moins alpha point, facteur de A plus lambda cosinus bêta x1. C'est cette forme-là que je vais plutôt encadrer. Ok. Alors pourquoi j'ai encadré cette forme-là? Parce que si vous reprenez ce qu'on avait fait précédemment, quand on avait déterminé les trajectoires, et notamment la trajectoire de C appartenant à 1 par rapport à 0, on avait défini, alors je crois que je l'ai peut-être effacé depuis, je l'ai effacé, oui. On avait parlé du rayon de cette trajectoire, et on avait dit que cette trajectoire, elle avait pour rayon cette longueur-là, que j'appelle ici grand R. Hop, pardon. Je vous laisse vous convaincre que ce grand R, donc c'est AC scalaire Y1. Et si vous faites AC scalaire Y1, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez A plus lambda cosinus bêta. C'est marrant, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Voilà, donc pour ceux qui ont fait de la SI avant, vous retrouvez le fait que la vitesse, alors c'est aussi peut-être un résultat que vous avez vu en physique, quand on a un simple mouvement de rotation, la vitesse en un point, c'est le rayon fois la vitesse angulaire. C'est ce qu'on a écrit ici. Notre vitesse angulaire dans le mouvement de 1 par rapport à 0, on obtient du moins alpha. Ça, il y a des questions de projection derrière. C'est parce que nos vecteurs sont portés par y1. Bon, on s'en fout. En tout cas, on a du... je cherche mes mots, je fatigue un peu. Là, on a la vitesse de rotation. Et là, on a notre rayon. Donc là, c'est comme si on avait du R oméga, si on essaye de faire le lien avec votre cours de physique. Ça marche parce qu'on a un mouvement de rotation simple. On a une simple pivot entre 1 et 0. Dernière étape, donc par dérivation vectorielle, maintenant on veut la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0. Alors là, il va y avoir un peu plus de boulot, mais vu qu'on a déjà fait pas mal de calculs intermédiaires, on va pouvoir aller un peu plus vite. Donc, vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0. Donc pareil, vu qu'on nous impose la méthode de la dérivation vectorielle, on va écrire la définition. Donc je sais que c'est la dérivée d'un vecteur position par rapport au temps, par rapport à un repère donné. Alors, de quel vecteur position? Déjà, c'est un vecteur qui doit nécessairement finir par C, puisque je cherche la vitesse du point C. Et après, l'origine de ce vecteur position doit être fixe dans mon solide 0. Comme c'était le cas juste avant, au passage, donc on avait mis en évidence que c'était le point A qui allait être intéressant. Ok. Le truc, c'est que, donc ça c'était pour le vecteur à dériver, on dérive par rapport à quel repère? Vu que je m'intéresse à la vitesse par rapport à 0, je dérive par rapport au repère R0. Alors, après, si on regarde un peu, le point C, il appartient, je reprends mon schéma cinématique, il appartient vraiment au solide 3. Donc ça veut dire que calculer la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0, c'est complètement équivalent à dire je calcule la vitesse de C par rapport à R0.
Donc là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de question à se poser en termes de conditions d'appartenance, est-ce qu'il y a des paramètres qui sont constants ou pas. Là, ça ne va pas être le cas. Donc c'est simplement cette dérivée qu'il faut calculer. Donc du coup, il n'y a plus qu'à. Donc là, ça va nous faire vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0 qui est égal à. Donc le vecteur AC, on a dit que c'était du, je vous rappelle, c'était écrit où? Je remonte un tout petit peu. Voilà. AC, c'était du AY1 plus lambda Y2. Donc du coup, je vais directement par linéarité simplifier un peu les choses. A étant constant, ça va me faire du A dérivé de Y1 sur dt par rapport à R0 plus lambda dérivé de Y2 sur dt par rapport à R0. Excusez-moi, j'ai marqué une bêtise là. Plus... hop, je efface tout, ce sera plus simple. Plus la dérivée de lambda y2 sur dt par rapport à R0. Par rapport à ce que j'avais fait au-dessus, là je ne peux pas sortir le lambda, puisque il n'y a aucune raison que maintenant lambda soit une constante. Ce qui fait que je peux encore un tout petit peu simplifier cette expression. Ça va me faire du a d de y1 sur dt par rapport à R0, plus, donc là j'ai la dérivée d'un produit, donc lambda point y2, plus lambda d de y2 sur dt par rapport à R0. Alors, donc est-ce qu'on a déjà calculé les dérivées de ces vecteurs? Oui et non, il faut faire un peu attention. Pour la dérivée de y1 sur dt par rapport à R0, on l'a fait juste au-dessus. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pour la dérivée de y2 sur dt, c'était où la dérivée de... Oui, la dérivée de y1 sur dt par rapport à R0, on l'a fait précédemment, on l'a fait ici. Donc ça, je peux directement donner le résultat, il n'y a pas de souci. Pour la dérivée de y2 sur dt par rapport à R0, il faut faire attention, parce que précédemment, on avait supposé que bêta était une constante. Du coup, on avait ici notamment un vecteur nul. Là, ce vecteur, a priori, ne sera plus nul. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'après ce que j'ai fait précédemment, je le mets en violet juste pour dire que ça vient de ce qu'on a fait précédemment, la dérivée de y1 sur dt par rapport à R0, c'est moins alpha point x1. Donc ça vaut moins alpha point x1. Et la dérivée de y2 sur dt par rapport à R0, on va la recalculer, en sachant qu'on a déjà fait une partie du boulot quand même. Donc d de y2 sur dt par rapport à R0, c'est égal à... Donc je dérive ce vecteur dans un repère où y2 est constant, c'est ce qu'on avait commencé à écrire. Globalement, je peux à peu près recopier tout ça. J'ai oublié la flèche. Je peux à peu près recopier tout ça. Et il faudra juste changer la fin. J'ai oublié un bout là. Ah non. Je vais quand même recopier, ça ira plus vite. Copier. Donc ça, je dégage. Coller. Ok. Donc, et la dérivée de y2 sur dt par rapport à R0, c'est donc, je dérive y2 par rapport au repère R2, parce que je sais que cette dérivée est nulle, plus oméga de R2 par rapport à R0, vectoriel y2. Avec donc oméga de R2 par rapport à R0, qui est égal par composition des vecteurs taux de rotation à oméga de R2 par rapport à R1, plus oméga de R1 par rapport à R0. Ce qui change, c'est que maintenant, le premier terme, a priori, il n'est pas nul. Il n'y a pas de raison que le bêta point x1 soit nul. Donc là, il y a un tout petit peu plus de boulot sur le produit vectoriel. Donc on va se retrouver avec du d'où d de y2 sur dt par rapport à R0 qui est égal à bêta point x1 plus alpha point z0 produit vectoriel y2. Alors je vous rappelle que le produit vectoriel, il peut se développer, c'est un produit. Donc ça va me faire du bêta point x1 produit vectoriel y2 plus alpha point z0, mais on avait vu que z0 c'était la même chose que z1, produit vectoriel y2. Donc là j'ai deux produits vectoriels à calculer. Juste une petite remarque.
Quand je vous dis qu'il faut déjà pas se tromper dans ces figures de changement de base, et puis surtout se les faire au brouillon, c'est pour ne pas avoir à faire ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire retourner ma page, donc moi ça consiste à remonter, mais pour vous c'est tourner la page, pour faire les projections à chaque fois que vous devez calculer des produits vectoriels. Si vous les avez tracés à côté quelque part, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors, x1 vectoriel y2. On remonte, c'est ici. Donc, x1 c'est x2. Donc ça c'est assez facile, je dois faire x2 produit vectoriel y2. Si vous posez votre pouce sur x2 et votre index sur y2, vous allez avoir votre majeur sur z2. Encore une fois, si vous connaissez votre petit tableau pour les produits vectoriels dans la même base, ça va encore plus vite. Donc là on a du bêta point z2. Ok, plus alpha point, et donc z1 vectoriel y2, je ne vais pas m'embêter, je sais que je l'ai calculé précédemment. Je l'avais calculé donc ici, ça me faisait du moins alpha point cosinus bêta x1. Donc ça me fait du moins alpha point cosinus bêta x1. Donc là encore, hein, l'idée en méca, vous avez vu que les calculs peuvent vite être un peu pénibles. Il faut prendre son temps, le faire étape par étape, et surtout essayer de se souvenir de ce qu'on a fait comme calcul précédemment, parce qu'en général, il y a plein de bouts de calcul qu'on va pouvoir réutiliser assez rapidement. Donc du coup, c'est bon, j'ai trouvé ma dérivée de vecteur y2 par rapport à r0. Donc il me reste plus qu'à remplacer ça dans mon expression de la vitesse, là, qui est ici. Alors, c'est parti. Donc, on va avoir le fait que la vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0, c'est égal à moins A alpha point x1. Ok. Plus lambda point y2, donc ça c'est les deux premiers termes, plus lambda qu'il faut développer, donc ça va me faire du lambda bêta point z2, moins lambda bêta point, pourquoi je mets un point ici, lambda alpha point cosinus bêta x1. Donc là, juste pour la forme, je vais pouvoir regrouper les termes en x1, et ça me fait au final vitesse de C appartenant à 3 par rapport à 0, qui vaut donc du moins alpha point facteur de A plus lambda cos bêta, le tout porté par x1, plus du lambda point y2, plus du lambda bêta point z2. Donc là, vous commencez à voir que les calculs de cinématique, ça peut donner des résultats assez conséquents dès qu'on a plusieurs solides en mouvement les uns par rapport aux autres. Mais encore une fois, il faut juste pas s'angoisser, faire les calculs petit morceau par petit morceau, en essayant de bien séparer les bouts de calcul sur votre copie. Donc ça, c'était pour la question 4, et ça nous a déjà pris pas mal de temps. Donc on va peut-être se faire une vidéo partie 3 pour la question 5, histoire de bien prendre le temps pour le faire proprement. A tout de suite.